Lors de mon divorce à 72 ans, j'ai décidé de tout donner à mon mari. Mon avocat m'a supplié d'arrêter, mais j'ai signé les documents avec un sourire. Personne ne savait que j'avais déjà gagné l'affaire lorsque son avocate a lu le document. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Pendant 45 ans, j'ai cru connaître mon mari. Richard et moi avons bâti notre vie ensemble en partant de rien. Une maison modeste en Normandie, 2 enfants que nous avons élevés avec amour et une petite entreprise qui est devenue quelque chose dont nous pouvions être fiers. J'avais 72 ans et je pensais que nous passerions nos dernières années dans le confort que nous avions gagné ensemble. Mais la vie a une manière cruelle de révéler la vérité quand on s'y attend le moins. Cela a commencé par de petites choses. Richard a commencé à travailler tard, plus fréquemment. Il rentrait à la maison avec une odeur de parfum qui n'était pas la mienne, quelque chose de floral et de jeune. Quand je lui posais la question, il balayait ma remarque d'un geste dédaigneux en disant que c'était après une réunion avec un client. Son téléphone, autrefois laissé négligemment sur le comptoir de la cuisine, vivait désormais en permanence dans sa poche, protégé par un mot de passe. Richard, est-ce que tu vois quelqu'un? Lui ai-je demandé un soir pendant le dîner. Il m'a regardé avec ses yeux bleus qui autrefois me faisaient me sentir en sécurité. Marguerite, ne sois pas ridicule. J'ai 68 ans. Qui est-ce que je pourrais bien voir? Je voulais le croire. Mon Dieu, comme je voulais le croire. Mais ensuite, sont arrivés les relevés bancaires des notes de restaurants chers, où je n'étais jamais allé des chambres d'hôtel en ville, alors qu'ils prétendaient être à des conférences d'affaires, des achats de bijoux, qui n'apparaissaient jamais dans mon tiroir. J'étais assise à la table de notre cuisine, les mains tremblantes en calculant les montants. Des milliers d'euros, des dizaines de milliers. Depuis combien de temps cela durait-il? Le point de rupture est arrivé un mardi matin. J'ai trouvé une carte d'anniversaire dans la poche de son manteau en l'emmenant au pressing. À mon cher Richard, merci de me faire sentir à nouveau vivante. À toi pour toujours, Cynthia. Il y avait une empreinte de rouge à lèvres en bas. Mes mains tremblaient tandis que je la lisais encore et encore, comme si les mots pouvaient changer. Cynthia. Elle s'appelait Cynthia. Ce soir-là, je l'ai confrontée. Fini les allusions, fini les questions prudentes. J'ai posé la carte sur la table entre nous. Qui est-elle? Le visage de Richard est devenu blême, puis rouge. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La panique. Mais elle s'est rapidement transformée en quelque chose de pire, une froide détermination. Je veux divorcer, a-t-il dit d'un ton sec. J'ai déjà parlé à mon avocate. Juste de comme ça. 45 ans balayés d'une seule phrase. Nous pouvons partager les choses équitablement. Ai-je commencé, mais il m'a coupé. Équitablement. Il a ri un son sans humour. Marguerite, l'entreprise est à mon nom. La maison est à mon nom. J'ai été très prudent à ce sujet. Tu auras ce que je déciderai de te donner. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Richard, j'ai aidé à construire cette entreprise. J'y ai travaillé pendant 20 ans avant que tu me convainques de prendre ma retraite.
été officiellement sur la liste de paie pendant la majeure partie de ce temps. Bonne chance pour prouver ta contribution au tribunal. Il s'est levé, ajustant sa cravate. Mon avocate te contactera. Je te suggère d'en prendre un aussi. Il est parti cette nuit-là et n'est jamais revenu. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de mon avocat. Jacques Richard m'avait été recommandé par ma fille. Il examinait la proposition de règlement de Richard avec une alarme croissante. Madame Moreau, c'est du vol, dit-il en levant les yeux de ses papiers. Il vous offre 50 000 € et les meubles. C'est tout. L'entreprise vaut au moins 2 millions et la maison en vaut 800 000. Quelles sont mes chances si nous nous battons? Ai-je demandé doucement. Jacques a hésité. Honnêtement, c'est difficile. Il a tout structuré très soigneusement au fil des ans. L'entreprise est uniquement à son nom. La maison est à son nom. Vous avez cessé d'y travailler il y a 15 ans. Le droit français vous donnerait quelque chose, mais prouvez votre contribution après tout ce temps. Cela pourrait prendre des années au tribunal, coûter une fortune en frais de justice, et vous pourriez finir avec moins que si vous... Et si je signe tout simplement? L'ai-je interrompu? Jacques m'a dévisagé. Pardon. Et si j'accepte ces conditions? Je signe simplement pour tout lui céder. Madame Moreau, je vous déconseille fortement de... Mais je tendais déjà la main vers le stylo. J'ai vu le moment exact où l'avocate de Richard, une femme aux yeux perçants nommée Patricia, a réalisé ce que je faisais. Elle a tenté de cacher son sourire. Êtes-vous certaine de cela? A demandé Jacques, désespérément. S'il vous plaît, pensez à votre avenir. Où vivrez-vous? Comment subviendrez-vous à vos besoins? J'ai signé la dernière page et j'ai levé les yeux avec un sourire qui a déconcerté tout le monde dans la pièce. Ne vous inquiétez pas, Jacques, ai-je dit doucement. Je sais exactement ce que je fais. Personne ne savait que j'avais déjà gagné. Il ne le savait juste pas encore. J'ai quitté le bureau de Jacques et je suis restée assise dans ma voiture pendant 20 minutes avant de pouvoir tourner la clé. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir le volant. Qu'est-ce que je venais de faire? J'avais renoncé à tout. Ma maison, ma sécurité, mon avenir. Pendant un instant, la panique a menacé de m'envahir. Non, arrête. Réfléchis. J'ai conduit jusqu'au petit appartement que j'avais loué après le départ de Richard. Une chambre des murs fins, une vue sur le parking. C'était ma vie maintenant, à 72 ans. J'ai fait du thé avec des mains tremblantes et je me suis assise à la petite table de la cuisine, me forçant à respirer lentement. Qu'est-ce qu'il me restait? J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire. C'était quelque chose que j'avais appris pendant mes années de travail. Quand on est dépassé, on fait une liste. Fait ressource option. L'entreprise que Richard prétendait être uniquement la sienne. J'y avais travaillé de 1985 à 2010, 25 ans. J'avais géré la comptabilité, les relations clients, la gestion des stocks. J'étais là quand ce n'était que Richard et un garage plein de pièces automobiles. Mais il avait raison sur un point. Pendant la plupart de ces années, je n'étais pas officiellement sur la liste de paye. Nous pensions être malins économisés sur les impôts en la gardant comme une entreprise individuelle. Quelle naïveté j'avais eue. Mais attendez. J'ai sorti mon vieux classeur, l'une des rares choses que j'avais réussi à prendre de la maison. J'avais toujours été une archiviste méticuleuse. Chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque document
de tout notre mariage. Richard se moquait de moi pour ça. Marguerite et son système de classement, riait-il. Elle pourrait trouver un reçu de 1982 si vous le lui demandiez. Je le pouvais en effet. J'ai passé toute la nuit à fouiller dans les dossiers. Mon dos me faisait mal, mes yeux me brûlaient, mais j'ai continué à chercher. Et lentement, prudemment, je les ai trouvés. Des preuves, pas seulement des reçus. Quelque chose de mieux. Des lettres. Des dizaines de lettres de Richard à des clients dans les premières années. Signées Richard et Marguerite Moreau, co-gérants. Des propositions commerciales où j'étais listée comme partenaire des documents d'assurance, me nommant copropriétaire des déclarations de revenus de 1985 à 1989, où les revenus de l'entreprise étaient déclarés conjointement. C'était avant que l'avocat de Richard ne le convainque de tout restructurer à son seul nom. Et puis je l'ai trouvé l'enregistrement original de l'entreprise de 1983. Pièce auto R et Monsieur Moreau, propriété de Richard Moreau et Marguerite Moreau. Mon nom était là en caractères dactylographiés délavés. Nous l'avions enregistré ensemble. Il avait fait des démarches pour la changer à son seul nom en 1990. Mais l'enregistrement original prouvait que j'avais été une partenaire fondatrice. Mes mains ont cessé de trembler. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat différent, pas Jacques. C'était un homme bon, mais il m'avait vu signer ses papiers. Il penserait que j'étais instable si je revenais maintenant. J'avais besoin de quelqu'un qui ne connaissait pas ma capitulation de la veille. Le cabinet de Thomas Brennan. Une voix vive a répondu. Thomas Brennan avait une réputation. Il était cher agressif et connu pour gagner des affaires que tout le monde pensait perdues. Ma fille Sarah l'avait mentionné une fois, disant que la mère d'une amie l'avait engagée dans une affaire de divorce. J'aimerais prendre rendez-vous pour une consultation, ai-je dit. C'est concernant un accord de divorce. L'agenda de monsieur. Brennan est assez chargé, mais nous pourrions avoir une ouverture le mois prochain. J'ai les documents d'enregistrement originaux de l'entreprise prouvant la copropriété d'une société de 2 millions d'euros que mon mari prétend avoir bâtie seul. J'ai aussi des preuves qu'il a caché des actifs et j'ai tout cédé hier, mais les papiers n'ont pas encore été déposés. Il y a eu une pause. Pouvez-vous être ici à 14 heures aujourd'hui? Thomas Brennan avait la cinquantaine des cheveux argentés et des yeux perçants qui ne manquaient rien. Il a écouté pendant que je lui expliquais tout. La liaison, les menaces de Richard, ma signature des documents la veille et la boîte de preuves que j'avais apportée. Il a parcouru mes dossiers pendant 45 minutes sans parler. Finalement, il s'est adossé à son fauteuil. Madame Moreau, savez-vous ce que vous avez fait? Mon cœur a sombré. Une terrible erreur. Non. Un lent sourire s'est dessiné sur son visage. Vous vous êtes mise dans la position parfaite. Vous avez signé sous la contrainte avec une représentation juridique inadéquate et sans divulgation complète des biens matrimoniaux. Plus important encore, vous avez signé hier, mais les papiers n'ont pas encore été déposés. L'avocate de Richard a dit quand il les déposerait. La semaine prochaine. Elle a dit qu'il devait tout traiter. Parfait. Il a tapoté sur mon enregistrement original de l'entreprise. Ce document seul change tout. Et vous avez dit que Richard vous a dit que la maison et l'entreprise étaient uniquement à son nom parce que vous n'aviez jamais contribué. Oui, devant son avocate.
Encore mieux, cela s'appelle une dissimulation frauduleuse. Madame Moreau, vous n'avez rien perdu. Vous avez tendu un piège et votre mari est tombé droit dedans. Il s'est penché en avant. Voici ce que nous allons faire. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose que j'avais presque oublié. L'espoir. Thomas Brennan n'a pas perdu de temps. À la fin de notre réunion, il avait esquissé une stratégie qui m'a donné le vertige. Mais pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais l'impression de ne plus me noyer. D'abord, nous déposons une requête en annulation de l'accord, a-t-il expliqué. Nous invoquerons la contrainte, la représentation inadéquate et le défaut de divulgation des actifs. Mais voici la clé, Madame Moreau. Nous ne nous contentons pas de défendre, nous attaquons. Attaquer comment? Nous demandons une expertise comptable judiciaire de l'entreprise. Nous allons examiner chaque transaction des 10 dernières années. Si Richard a caché de l'argent, déplacé des actifs ou sous-évalué l'entreprise, nous le trouverons. Qu'il a bien sûr. Et d'après ce que vous m'avez dit sur les récents dîners et hôtels coûteux, je parierais ma réputation qu'il a utilisé les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles liées à sa liaison. Le lendemain matin, Thomas a déposé les documents. Je n'étais pas là. Il a dit qu'il valait mieux que je reste discrète pour le moment, mais il m'a appelé à midi avec des nouvelles. L'avocate de Richard, Patricia Chen, vient de m'appeler. Elle est furieuse. Elle veut savoir pourquoi vous avez engagé un nouvel avocat et ce que vous pensez faire. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Que ma cliente a reconsidéré l'accord après avoir découvert des preuves de dissimulation d'actifs et de fraude conjugale. Je l'ai également informé que nous allons interroger M. Moreau sur les finances de l'entreprise et sa relation avec une certaine mademoiselle Cynthia Reeves. J'ai entendu ma propre respiration se couper. Vous connaissez son nom de famille. Je sais tout maintenant, Madame Moreau. C'est tout. Cynthia Reeves, 34 ans. Travaille comme représentante commerciale pour une entreprise qui fournit des produits à l'entreprise de votre mari. Il se voit depuis environ 3 ans. Il paie un appartement pour elle à Rouen en utilisant les fonds de l'entreprise. 3 ans. Pendant que j'étais à la maison à planifier notre retraite, il s'était construit une vie entièrement séparée. Est-ce que ça va? A demandé Thomas doucement. Oui, ai-je dit surprise de constater que c'était vrai. Le choc initial était passé. Maintenant, je ne ressentais qu'une froide détermination. Que se passe-t-il ensuite? Ensuite, nous attendons qu'ils fassent un mouvement, et Madame Moreau, ils vont faire un mouvement. Richard pensait avoir tout bouclé. Maintenant, il va paniquer. Thomas avait raison. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Richard. J'ai failli ne pas répondre. Nous ne nous étions pas parlé depuis la nuit où il avait exigé le divorce, mais la curiosité l'a emporté. Marguerite. Sa voix était tendue, contrôlée. Nous devons parler. Je n'ai rien à te dire, Richard. Tu as engagé Thomas Brennan. Il a craché le nom comme une malédiction. Qu'est-ce que tu essayes de faire? L'accord était équitable. J'ai ri et ça m'a fait du bien. Tu as essayé de voler tout ce que j'ai aidé à construire pendant 45 ans. Tu as qualifié 50 000 euros d'équitable pour la moitié d'une vie de travail. Tu as signé les papiers, dû sous la contrainte et avec des informations incomplètes.
Mon nouvel avocat l'a expliqué à ton avocate, n'est-ce pas? Silence à l'autre bout. Puis, Marguerite, tu as 72 ans. Veux-tu vraiment passer tes dernières années au tribunal à te battre pour de l'argent? Nous pourrions résoudre ça à l'amiable. Comme tu as résolu notre mariage à l'amiable, en ayant une liaison de 3 ans avec une femme assez jeune pour être ta petite fille. Je l'ai entendu retenir son souffle. Comment as-tu... Laisse tomber Marguerite. Sois raisonnable. L'entreprise est à moi. Je l'ai bâtie. Nous sommes l'avons bâtie, l'ai-je interrompu. J'ai les statuts originaux de la société Richard, de 1983, pièce Auto R. Et M. Moreau, propriété de Richard Moreau et Marguerite Moreau. Tu t'en souviens? Ou l'as-tu commodément oublié? Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Ces papiers ne signifient rien. Si bien t-il finalement dit, mais sa voix avait perdu de sa certitude. J'ai restructuré l'entreprise légalement en 1990, après que j'y ai travaillé pendant 7 ans comme co-gérante. Mon avocat est très intéressé de savoir pourquoi tu l'as restructuré. Et il est encore plus intéressé par l'appartement que tu paies à Rouen en utilisant les fonds de l'entreprise Richard. Ça s'appelle un abus de biens sociaux. Tu peux pas prouver. Je peux tout prouver. J'ai 45 ans d'archives. Chaque relevé bancaire, chaque reçu, chaque document. Tu te moquais de mon système de classement. Tu ne ris plus maintenant, n'est-ce pas? Un autre long silence. Quand il a repris la parole, sa voix avait changé. Elle était plus dure, plus froide. Tu fais une erreur, Marguerite. Tu vas le regretter. La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir fait confiance. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était de l'adrénaline. J'avais franchi le point de non-retour et c'était comme entrer dans la lumière du soleil après des années dans l'ombre. Thomas a appelé 1 heure plus tard. L'avocate de Richard veut une réunion. Ils veulent déjà y... Oh, négocier. Ils ont peur, Madame Moreau. La demande d'expertise comptable les a secoués. Quoi qu'ils aient caché, ils savent que nous allons le trouver. J'ai pensé à la menace de Richard. Il a dit que je le regretterais. Des paroles en l'air d'un homme désespéré, m'a assuré Thomas. Restez forte, nous sommes en train de gagner. Mais en raccrochant, je me suis demandé ce que Richard ferait quand il réaliserait qu'il était piégé. Le rapport de l'expert comptable est arrivé 3 semaines plus tard. Thomas m'a appelé à son bureau pour l'examiner et je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix avant même de m'asseoir. Madame Moreau, votre instinct était correct. Richard a systématiquement détourné de l'argent de l'entreprise pendant des années. Il a fait glisser un épais document sur son bureau. Au cours des 3 dernières années seulement, il a détourné environ 400 000 € pour un usage personnel. Presque tout est lié à sa liaison avec Mademoiselle Reeves. J'ai regardé les chiffres. Des séjours dans des hôtels de luxe, des bijoux de créateurs, le loyer de l'appartement et même une voiture, une BMW, qu'il avait immatriculée au nom de Cynthia. Il a utilisé notre entreprise, ai-je dit lentement. L'entreprise que nous avons bâtie ensemble pour financer sa liaison. Et ce n'est pas tout.
Il a également sous-évalué l'entreprise dans ses déclarations financières. Il a prétendu qu'elle valait 1 200 000. Notre analyse suggère qu'elle est chasse plus proche de 3 millions. C'était pire bien, mais Thomas s'est penché en avant. Madame Moreau, nous le tenons complètement. Cet après-midi-là, Thomas a déposé une plainte modifiée, ajoutant des accusations de fraude financière et de détournement de biens matrimoniaux. Il a également demandé un gel d'urgence de tous les comptes de l'entreprise et des comptes personnels de Richard, jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. La réponse a été immédiate et vicieuse. À 20 heures ce soir-là, ma fille Sarah a appelé la voix paniquée. Maman, papa vient de m'appeler. Il est furieux. Il dit des choses terribles sur toi que tu essayes de le détruire, que tu es vindicative et cruelle. Il a dit que si tu ne retires pas cette plainte, il s'assurera que tout le monde sache quel genre de personne tu es vraiment. Quel genre de personne? Ai-je demandé calmement. Il n'a pas précisé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait des informations qui ruineraient ta réputation. Maman, de quoi parle-t-il? De rien, ma chérie. Il est désespéré et il s'emporte. J'ai fait une pause. A-t-il essayé de te monter contre moi? Il, il a essayé. Il a dit que tu n'avais jamais été vraiment une partenaire dans l'entreprise, que tu mens sur tes contributions. Mais maman, je me souviens. Je me souviens que tu y travaillais quand j'étais petite. Je me souviens que tu t'occupais des comptes, que tu parlais aux clients. Ta voix est brisée. Comment peut-il mentir comme ça? Parce qu'il se protège, lui et sa nouvelle vie, ai-je dit doucement. Je suis désolée que tu sois prise au milieu de tout ça. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans l'obscurité de mon petit appartement. Richard essayait de m'isoler, de monter nos enfants contre moi. C'était une tactique classique de manipulateur. Et pendant un moment, la peur s'est insinuée. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Retire la plainte, ou tout le monde saura la vérité sur toi. Je l'ai regardé fixement. Quelle vérité? J'avais mené une vie honnête. Quelle que soit la menace de Richard, c'était du bluff. Mais les messages ont continué à arriver au cours des 2 jours suivants. Des SMS anonymes. Une lettre de menace glissée sous la porte de mon appartement. Tu vas tout perdre. Tu te rends pathétique. Il allait te quitter de toute façon, tu es vieille et tu n'étais pas assez pour lui. Ce dernier m'a piqué plus que je ne voulais l'admettre. Le 3e jour, je suis arrivée à mon appartement pour trouver Cynthia Reeves assise dans sa voiture sur le parking. Elle était jolie de cette manière polie et artificielle. Mèches blondes, maquillage, parfait, vêtements chers. Quand elle m'a vue, elle est sortie. Madame Moreau, je dois vous parler. J'ai dû passer mon chemin. Au lieu de ça, je me suis arrêtée. Vous êtes Cynthia. Oui? Elle a eu la décence de paraître mal à l'aise. Écoutez, je sais que vous me détestez probablement. Oui. Vous déteste bien, l'ai-je interrompu.
Je ne vous connais pas assez pour vous détester. Vous êtes juste la femme qui a aidé à détruire mon mariage. Elle a tressailli. Richard et moi nous aimons. Il m'a dit que son mariage était terminé bien avant que nous nous rencontrions. Quelle originalité. Je me suis tournée vers mon appartement. Ernst, vous êtes ici pour plaider sa cause, gardez votre salive. Je suis ici pour vous dire de retirer la plainte. Sa voix s'est élevée. Vous ruinez sa vie. Le gel des comptes signifie qu'il ne peut pas payer ses factures, ne peut pas gérer l'entreprise correctement. Vous êtes cruelle et vindicative. Je me suis retournée lentement. Je suis vindicative. Il a essayé de me laisser avec 50 000 € après 45 ans de mariage. Il a utilisé l'argent de notre entreprise que j'ai aidé à construire pour vous acheter des cadeaux et payer votre appartement. Et c'est moi la méchante. Il mérite d'être heureux. L'indépendance, lorsqu'il dit de divorcer de moi honnêtement, équitablement, et me donner ce qui m'était dû. Au lieu de ça, il a essayé de tout voler. Je me suis approchée d'elle. Vous voulez savoir ce qui est cruel, Cynthia, mentir à quelqu'un pendant 3 ans, lui faire croire qu'elle est folle de suspecter la vérité. Essayer de la priver de sa sécurité future. Ça, c'est cruel. Elle m'a fusillé du regard des larmes dans les yeux. Richard a dit que vous seriez comme ça, amère et jalouse. Je ne suis pas amère, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. J'en ai juste fini d'être une victime. Je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte. Mes mains tremblaient, mais je me sentais aussi étrangement énergisée. Richard et Cynthia étaient désespérés. Ils faisaient des erreurs, montraient leur jeu. Thomas avait eu raison. Nous étions en train de gagner. J'ai décidé de prendre quelques jours pour me reposer. La confrontation avec Cynthia m'avait épuisée plus que je ne voulais l'admettre. J'ai éteint mon téléphone, me suis installée confortablement et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement. Après 3 jours de repos, j'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués, la plupart de numéros inconnus. Mais un message vocal a attiré mon attention. C'était de l'avocate de Richard Patricia Chen. Madame Moreau, j'aimerais organiser une réunion. Juste vous, moi et Monsieur Moreau, sans avocat présent. Je pense que nous pouvons résoudre cette situation de manière plus personnelle. S'il vous plaît, rappelez-moi. J'ai fait écouter le message à Thomas le lendemain matin. Il a froncé les sourcils. Ils veulent une réunion sans ma présence. Absolument pas. C'est très irrégulier et potentiellement dangereux. Dangereux comment? Ils essaieront de vous manipuler émotionnellement, de faire des promesses qu'ils ne tiendront pas, peut-être même de vous enregistrer en train de dire quelque chose qu'ils pourront utiliser contre vous. Il a secoué la tête fermement. Je vous le déconseille fortement. Mais la curiosité me rongeait. Que prévoyait-il, et si je veux entendre ce qu'ils ont à dire? Thomas m'a étudié un long moment. Si vous insistez pour les rencontrer, je serai là. Non négociable. Et Madame Moreau, quoi qu'il vous offre, quoi qu'il promette, ne le croyez pas. La réunion a été fixée pour le mardi suivant, dans un lieu neutre, une salle de conférence, au cabinet de Patricia. Je me suis habillée avec soin ce matin-là, choisissant une robe bleu marine simple mais élégante. Je voulais avoir l'air posé en contrôle. Richard était déjà là quand Thomas et moi sommes arrivés. Il avait vieilli au cours des 2 derniers mois. De nouvelles rides autour des yeux, une barbe grise qu'il n'avait pas pris la peine de raser.
Quand il m'a vue, quelque chose a traversé son visage. Du regret, de, de la colère. Je ne pouvais pas le dire. Patricia nous a fait signe de nous asseoir. Merci d'être venue, Madame Moreau. Je pense que nous pouvons résoudre cette affaire à l'amiable si nous parlons simplement comme des personnes raisonnables. Nous écoutons, a dit Thomas d'un ton neutre. Richard s'est éclairci la gorge. Marguerite, j'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé. Peut-être, peut-être que j'ai été trop dure au début. Le stress de l'entreprise, les changements dans notre relation. Je n'ai pas bien géré les choses. J'ai rien dit attendant. J'aimerais proposer un nouvel accord, a-t-il poursuivi. 300 000 euros. De plus, vous pouvez garder tous les meubles et votre voiture. C'est nettement plus que l'offre initiale. C'est aussi nettement moins que la moitié de ce qui vous est réellement dû, a souligné Thomas. Notre analyse financière évalue les biens matrimoniaux à plus de 4 millions d'euros. Madame Moreau a droit à la moitié, 2 millions. Patricia a souri finement. L'analyse financière est basée sur des évaluations spéculatives. Monsieur Moreau conteste ces chiffres. Monsieur Moreau conteste également avoir détourné 400 000 euros de l'entreprise, a dit Thomas. Mais les relevés bancaires ne mentent pas. Le visage de Richard s'est empourpré. C'était des dépenses prises professionnelles. Une BM pour votre maîtresse est une dépense professionnelle. Le silence est tombé sur la pièce. J'ai regardé Richard lutter pour garder son sang-froid. Finalement, il s'est tourné directement vers moi, ignorant les avocats. Marguerite, s'il te plaît. Nous avons passé 45 ans ensemble. Est-ce que ça ne signifie rien? J'essaye d'être juste ici. Prends les 300 000 et mettons fin à tout ça. Tu pourras recommencer. Je pourrai recommencer. Nous pourrons tous les deux avancer dans nos vies. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une vie, en qui j'avais eu une confiance totale, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas d'amour, pas de douleur. Juste une reconnaissance froide et distante qu'il était maintenant un étranger. Non, ai-je dit doucement. Richard a cligné des yeux. Non, tu n'essaies pas d'être juste, Richard. Tu essaies d'éviter les conséquences de tes actes. Tu as détourné de l'argent. Tu as menti sur la valeur de nos biens. Tu as essayé de me laisser sans le sou. Je me suis penchée légèrement en avant. 300 000 euros, c'est insultant. Je te verrai au tribunal. Bangöidird. Tu n'es pas raisonnable. Je me suis levée. Cette réunion est terminée. Thomas, allons-y. Alors que j'atteignais la porte, la voix de Richard m'a arrêtée. Tu le regretteras. Quand cela ira au procès, tout sortira. Chaque dispute que nous avons eue, chaque moment privé, chaque secret de famille. C'est vraiment ce que tu veux. Je me suis retournée. Je n'ai rien à cacher, Richard. Et toi? Son visage est devenu pâle. Patricia a touché son bras en guise d'avertissement, mais j'avais déjà vu la vérité dans ses yeux. Il bluffait, et nous le savions tous les deux. Ce soir-là, mon fils Michel a appelé. Maman, j'ai parlé à Sarah. Nous voulons que tu saches que nous sommes de ton côté. Papa a essayé de nous empoisonner contre toi, mais nous ne sommes pas stupides.
Nous nous souvenons à quel point tu as travaillé dur, tout ce que tu as sacrifié. Mes yeux se sont remplis de larmes soudaines. Merci, mon chéri. Nous avons aussi parlé à certains des anciens employés de papa. Tu te souviens de Bill Henderson? Il a travaillé à l'atelier pendant 20 ans. Il a dit que tout le monde savait que tu étais la vraie colonne vertébrale de l'entreprise. Il est prêt à témoigner si tu en as besoin. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon petit appartement et j'ai senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Je n'étais pas seule. Mes enfants me soutenaient. D'anciens employés se souvenaient de la vérité. Thomas croyait en mon affaire. Richard et Cynthia étaient ceux qui étaient isolés maintenant, désespérés et se débattant. Je pouvais me permettre d'attendre. La justice, j'apprenais, ne se précipite pas. On a frappé à ma porte un vendredi soir. Je n'attendais personne. Sarah et Michel travaillaient tous les deux et Thomas appelait toujours avant de venir. À travers le Judas, j'ai vu Richard et Cynthia debout ensemble. Mon cœur a fait un bond. Ils étaient venus chez moi ensemble. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne de sécurité en place. Qu'est-ce que vous voulez? Marguerite, s'il te plaît. La voix de Richard était douce, suppliante. Pouvons-nous entrer? Juste pour quelques minutes. Nous devons parler, et c'est important. Tom. Chaque instinct me criait de ne pas les laisser entrer. Mais je voulais aussi savoir ce qu'ils préparaient. J'ai enlevé la chaîne et j'ai reculé, laissant la porte ouverte derrière moi. Si je devais crier à l'aide, je voulais que les voisins entendent. Ils sont entrés et j'ai été frappée de voir à quel point ils semblaient déplacés dans mon petit appartement. Richard, dans son costume cher, Cynthia, dans sa robe de créateur. Ils appartenaient à la vie que j'avais perdue et j'appartenais ici, maintenant. Joli endroit, a dit Cynthia, et je ne pouvais pas dire si elle était sincère ou cruelle. Dites ce que vous êtes venu dire, leur ai-je dit. Richard et Cynthia ont échangé un regard. Puis il a souri un sourire chaleureux et familier que j'avais vu 1000 fois au cours de notre mariage. Le sourire qui m'avait autrefois fait me sentir en sécurité. Nous sommes venus nous excuser, a-t-il dit. Tous les deux. Nous avons mal géré toute cette situation et nous voulons arranger les choses. C'est... J'ai attendu en silence. Cynthia s'est avancée. Madame Moreau-Marguerite, je veux que vous compreniez quelque chose. Richard et moi n'avons jamais eu l'intention de vous faire du mal. Nous sommes tombés amoureux. Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Et je sais que ça n'excuse rien, mais nous voulons que vous sachiez que nous nous sentons terriblement mal pour la douleur que nous avons causée. Vous vous sentez terriblement mal, ai-je répété d'un ton plat. Oui. Elle a semblé encouragée par ma réponse. Et nous voulons faire amende honorable. Richard a une nouvelle proposition, une proposition généreuse. 500 000 euros les meubles, votre voiture, et nous paierons aussi votre loyer ici pendant 2 ans, le temps que vous vous installiez. 500 000 euros. Toujours loin de la moitié de ce qui m'était dû, mais c'était un progrès. Il devenait désespéré. Et en échange, ai-je demandé. Vous abandonnez immédiatement le procès, a dit Richard. Nous réglons tout discrètement. Pas de procès, plus de disputes. Vous pouvez continuer votre vie. Nous pouvons continuer la nôtre. Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne, ai-je fait écho.
sauf que je perds 2 millions d'euros auxquels j'ai droit selon la loi. Le sourire de Richard a légèrement vacillé. Marguerite, sois réaliste. Un procès pourrait durer des années. Il te coûtera une fortune en frais de justice. Tu as 72 ans. Veux-tu vraiment passer le reste de ta vie à te battre au tribunal? Plutôt que de te laisser voler ce que j'ai gagné, oui. La chaleur a quitté son expression. Tu es têtu. Je suis juste. Cynthia a réessayé sa voix, prenant un ton enjôleur. Marguerite, pense à tes enfants. Cette bataille déchire la famille. Michel et Sarah sont pris au milieu. Ne veux-tu pas ce qu'il y a de mieux pour eux? J'ai senti une bouffée de colère. N'osez pas utiliser mes enfants pour me manipuler. Elle n'essaie pas de te manipuler, a dit Richard rapidement. Elle souligne juste la réalité. Ce procès cause de la douleur à tout le monde. Tes enfants sont stressés, l'entreprise souffre, même tes amis choisissent leur camp. Ta fierté vaut-elle vraiment tous ces dégâts? Ma fierté. Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Tu as eu une liaison de 3 ans. Tu as détourné de l'argent de notre entreprise. Tu as essayé de me laisser sans le sou et tu parles de ma fierté. Le masque de Richard est finalement tombé. Son visage s'est durci et j'ai vu l'homme qu'il était devenu. Froid, calculateur et cruel. Très bien. Tu veux la vérité. La voici. Tu étais une comptable décente, Marguerite, mais ne te fais pas d'illusions en pensant que tu étais essentielle à l'entreprise. J'ai bâti cette société. Moi. Tu as juste classé des papiers et souri aux clients. N'importe quelle assistante compétente aurait pu faire ce que tu as fait. Les mots étaient conçus pour blesser, et ils l'ont fait, mais j'ai gardé un visage neutre. Cynthia a posé une main sur son bras, mais il l'a repoussée. Tu sais quoi d'autre? Tu étais ennuyeuse. Ennuyeuse, prévisible et vieille. Rentrer chez toi chaque soir, c'était comme rentrer à rien. Cynthia me fait me sentir vivant à nouveau. Elle me fait me sentir comme un homme. Et Ricardi a murmuré Cynthia d'un ton pressant. Qu'il arrête. Mais il était lancé maintenant. Toute prétention de réconciliation abandonnée. Prends tes 500 000, Marguerite, car si tu ne le fais pas, je te le promets, je ferai traîner ce procès pendant des années. Je m'assurerai que chaque détail humiliant de notre mariage devienne public. Chaque dispute, chaque échec, chaque insuffisance. Quand j'aurai fini, tout le monde saura exactement quel genre d'épouse tu étais. Je l'ai regardé, cet étranger portant le visage de mon mari, et quelque chose s'est cristallisé en moi. La peur a tenté de faire surface, mais je l'ai repoussée et l'ai remplacée par quelque chose de plus froid et de plus dur. Dehors, ai-je dit doucement. Marguerite. Dehors de chez moi maintenant. Cynthia a tiré sur le bras de Richard. Allons-y. C'était une erreur. Ils ont parti et j'ai verrouillé la porte derrière eux avec des mains tremblantes. Je suis restée là un long moment, mon cœur battant la chamade. Il m'avait menacée, avait essayé de m'humilier, avait tenté de me faire sentir petite et sans valeur. Mais je n'étais pas petite. Je n'étais pas sans valeur. Et je n'allais certainement pas reculer. J'ai appelé Thomas. Ils viennent de partir, lui ai-je dit. Et Thomas, je veux les détruire complètement. Pas de pitié. Racontez-moi tout, a-t-il dit. Le procès a commencé par une froide matinée de décembre.
J'étais assise à côté de Thomas, dans la salle d'audience, regardant Richard et Patricia entrer. Cynthia n'était pas là. Elle avait été citée à comparaître, mais était prévue plus tard dans la semaine. La juge Diana Valois présidait une femme dans la soixantaine, avec des yeux perçants et un air sérieux. J'avais appris de Thomas qu'elle avait la réputation d'être juste mais impitoyable avec la malhonnêteté. Patricia a commencé avec sa déclaration liminaire dépeignant Richard comme un homme d'affaires autodidacte qui avait bâti une entreprise prospère grâce à son travail acharné et sa vision. Madame Moreau a contribué au foyer, a-t-elle dit, mais son rôle dans l'entreprise était minime et a complètement cessé il y a 15 ans. Elle n'a pas droit à la moitié de ce que M. Moreau a construit. Puis, ce fut le tour de Thomas. Votre honneur, il s'agit d'une affaire de vol, pas seulement d'argent, mais de crédit de reconnaissance et de dignité. Les preuves montreront que Marguerite Moreau n'était pas simplement une aide dans l'entreprise. Elle en était une cofondatrice et une partenaire égale qui a travaillé sans relâche pendant 25 ans. Les preuves montreront également que Richard Moreau a systématiquement réécrit l'histoire pour effacer ses contributions, puis a tenté de voler sa part légitime lorsqu'elle a découvert son infidélité. Au cours des 2 jours suivants, Thomas a méthodiquement construit notre dossier. Il a présenté l'enregistrement original de l'entreprise de 1983, montrant nos 2 noms comme propriétaires. Il a montré des lettres et des documents des années 1980 et 1990, où Richard lui-même avait parlé de l'entreprise comme la nôtre et m'avait listée comme co-gérante. Bill Henderson, l'ancien employé que Michel avait mentionné, a témoigné sur mon rôle. Marguerite Moreau dirigeait ce bureau, a-t-il dit fermement. Elle s'occupait de tout, de la comptabilité aux relations clients, en passant par la gestion des stocks. L'endroit se serait effondré sans elle. Tout le monde le savait. 2 autres anciens employés ont confirmé son témoignage. Puis est venue l'experte comptable Dr. Rachel Kim. Elle a expliqué à la juge les irrégularités financières de Richard avec une précision dévastatrice. Au cours des 3 dernières années, monsieur, Moreau a détourné environ 412 000 € des comptes de l'entreprise pour un usage personnel, a-t-elle témoigné. Cela inclut 62 000 pour un bail d'appartement, 90 000 en achat de luxe, 45 000 en séjour à l'hôtel, tous liés à sa relation extra-conjugale. Il a également systématiquement sous-évalué les actifs de l'entreprise dans ses déclarations financières. Quelle est l'ampleur de la sous-évaluation? A demandé la juge Valois. Il a déclaré que l'entreprise valait 1 200 000 sur la base des méthodes d'évaluation standard, en examinant les revenus, les actifs, la clientèle et les comparaisons de marché. L'entreprise vaut entre 2,8 et 3,2 millions. J'ai regardé le visage de Richard alors que les chiffres étaient exposés. Il avait l'air malade. Le 3e jour, Richard a témoigné. Patricia a essayé de réhabiliter son image, mais le contre-interrogatoire de Thomas a été chirurgical. Monsieur, Moreau vous avait témoigné que votre femme n'avait qu'un rôle minime dans l'entreprise. Pourtant, je vous montre une lettre que vous avez écrite à un fournisseur en 1987. Pouvez-vous lire la section surlignée? Les mains de Richard tremblaient légèrement alors qu'il tenait le document. J'ai écrit
Veuillez adresser toute correspondance future, soit à moi-même, soit à ma partenaire commerciale et épouse Marguerite Moreau. Votre partenaire commercial? A répété Thomas. Pas votre assistante, pas votre aide, votre partenaire. C'était juste, nous étions mariés. J'étais courtois, tu vois? Et cette proposition commerciale de 1989 où vous avez listé l'entreprise comme pièce auto-air et monsieur Moreau détenu et exploité par Richard et Marguerite Moreau, était-ce aussi juste de la courtoisie? Je ne me souviens pas de ce document spécifique. Mais c'est votre signature en bas, n'est-ce pas? Oui, mais et monsieur? Moreau, quand avez-vous décidé de restructurer l'entreprise pour retirer le nom de votre femme? En 1990, sur les conseils de mon avocat, pour des raisons fiscales. Pour des raisons fiscales, je vois. Et ces économies d'impôts se sont-elles élevées aux 400 000 euros que vous avez plus tard volés à l'entreprise pour financer votre liaison? Objection. S'est levée Patricia. L'avocat harcèle le témoin. Auguier, a dit la juge Valois. Mais elle regardait Richard avec un scepticisme évident. Mais a poursuivi. Monsieur Moreau, vous avez offert à ma cliente 50 000 euros dans l'accord initial. L'entreprise seule vaut environ 3 millions. Par quel calcul êtes-vous arrivé à 50 000 euros comme une division équitable des biens matrimoniaux? Le visage de Richard s'est empourpré. Elle n'avait pas travaillé dans l'entreprise depuis 15 ans. Parce que vous l'avez convaincue de prendre sa retraite en lui disant que l'entreprise était sûre et que vous pouviez la gérer seule. N'est-ce pas exact? Elle voulait prendre sa retraite. Répondez à la question. Lui avez-vous dit oui ou non que l'entreprise était assez prospère pour qu'elle puisse arrêter de travailler? Oui, mais pas d'autres questions. Quand Cynthia a témoigné le lendemain, elle était clairement mal à l'aise. Thomas a été doux avec elle au début, établissant la chronologie de la liaison, l'appartement, les cadeaux. Puis il a demandé: Mademoiselle Reeves, étiez-vous au courant que Monsieur Moreau utilisait les fonds de l'entreprise pour payer votre appartement et vos cadeaux? Elle a hésité. Je. Je n'ai pas réfléchi d'où venait l'argent. Vous n'y avez pas réfléchi, même si Monsieur Moreau vous a dit qu'il était copropriétaire de l'entreprise avec sa femme. Et dit que l'entreprise était à lui. Thomas Louis a montré un message texte que nous avions récupéré des relevés téléphoniques de Richard. Ceci est un texto que vous avez envoyé à Monsieur Moreau l'année dernière. Pouvez-vous le lire? Son visage est devenu pâle. Il est écrit: Merci pour le bracelet bébé. J'espère que ça ne dérange pas Marguerite que tu dépenses de l'argent de l'entreprise pour moi, lol. La salle d'audience était silencieuse. Donc vous saviez, a dit Thomas doucement. Vous saviez qu'il volait sa femme pour vous acheter des cadeaux et vous en avez ri. Cynthia s'est mise à pleurer, mais le mal était fait. La juge Valois a rendu son verdict un vendredi après-midi, exactement 2 semaines après le début du procès. La salle d'audience était comble. Mes enfants étaient assis derrière moi avec plusieurs anciens employés venus me soutenir. Richard était assis rigide à côté de Patricia, le visage cendré. J'ai examiné attentivement toutes les preuves et tous les témoignages, a commencé la juge Valois. C'est l'un des cas les plus clairs de fraude conjugale que j'ai rencontré en 20 ans de magistrature. J'ai senti la main de Thomas serrer brièvement la mienne pour m'encourager. Les preuves sont accablantes
que Marguerite Moreau était une cofondatrice et une partenaire égale dans Pièces Auto Air, et Monsieur Moreau. L'enregistrement original de l'entreprise, les documents contemporains et les témoignages crédibles le confirment tous. La tentative de Monsieur Moreau d'effacer ses contributions et de revendiquer la propriété unique est non seulement malhonnête, mais aussi légalement frauduleuse. L'avocate de Richard a commencé à se lever, mais la juge Valois a levé la main. Je n'ai pas fini. Les preuves financières montrent que Monsieur Moreau a systématiquement détourné des biens matrimoniaux pour financer une liaison extra-conjugale, puis a délibérément sous-évalué l'entreprise dans ses déclarations financières. Il a menti sous serment présenté des documents frauduleux et tenté de priver sa femme de sa part légitime de la propriété matrimoniale. La voix de la juge s'est durcie. Le comportement de Monsieur Moreau démontre un schéma de tromperie et de manipulation que ce tribunal ne peut ignorer. Par conséquent, je statue comme suit. Pipi. Elle a regardé directement Richard. Premièrement, l'entreprise Pièces Auto Air, et Monsieur Moreau est déclaré bien matrimonial. Madame Moreau a droit à une part de 50% de sa valeur réelle, que je fixe à 3 millions d'euros. C'est 1 500 000 d'euros. Patricia a chuchoté d'urgence à Richard, mais il semblait figé. Deuxièmement, Monsieur Moreau doit rembourser la communauté matrimoniale des 412 000 euros qu'il a détournés pour un usage personnel. Ce montant sera ajouté au règlement de Madame Moreau. J'ai fait le calcul rapidement. 1 500 000 plus 412 000. Troisièmement, la maison conjugale, actuellement évaluée à 800 000 euros, est entièrement attribuée à Madame Moreau, en compensation de la dissimulation frauduleuse d'actifs et du gaspillage de biens matrimoniaux par Monsieur Moreau. La salle d'audience a bruissé de murmures. La juge Valois a frappé une fois avec son marteau. Quatrièmement, Monsieur Moreau paiera les frais de justice de Madame Moreau dans leur intégralité, qui s'élèvent actuellement à environ 160 000 euros. J'ai jeté un coup d'œil à mes enfants. Sarah pleurait. Michel avait son bras autour d'elle, souriant. Cinquièmement, j'ordonne un contrôle fiscal de Pièces Auto Air et Monsieur Moreau pour les 7 dernières années, car les preuves suggèrent une fraude fiscale potentielle liée à l'utilisation personnelle des fonds de l'entreprise. Des copies de toutes les preuves financières seront transmises aux autorités compétentes. Richard a finalement réagi, se levant à moitié de sa chaise. Votre honneur, vous ne pouvez pas... Asseyez-vous, Monsieur Moreau. La voix de la juge Valois était tranchante comme de la glace. Je le peux, et je l'ai fait. Votre comportement dans cette affaire a été répréhensible. Vous avez tenté de voler à votre femme le travail de sa vie et la sécurité de sa retraite. Vous avez menti à plusieurs reprises sous serment. Vous n'avez montré aucun remords. Elle a regardé ses notes une dernière fois. Les biens matrimoniaux, selon mes calculs, s'élèvent à environ 4,3 millions d'euros. Normalement, une distribution équitable donnerait à chaque partie environ la moitié. Cependant, étant donné la fraude, le détournement et le gaspillage de biens matrimoniaux par Monsieur Moreau, j'attribue à Madame Moreau 2,9 millions d'euros, soit environ 67% du total. Monsieur Moreau peut garder ce qui reste. Patricia griffonnait frénétiquement des notes. Richard avait l'air d'être sur le point d'être malade. Ce jugement est effectif immédiatement. Monsieur Moreau a 90 jours pour satisfaire les portions monétaires. L'entreprise sera expertisée de manière indépendante dans les 30 jours
et la part de Madame Moreau sera calculée en conséquence. Elle pourra choisir de prendre sa part sous forme de rachat forfaitaire ou de conserver une participation. Ce sera sa décision. La juge Valois m'a regardé directement pour la première fois. Madame Moreau, je veux que vous sachiez que votre documentation et votre tenue de registre ont été essentielles pour parvenir à ce résultat. Votre souci du détail pendant 45 ans a préservé des preuves qui auraient autrement été perdues. Vous devriez en être félicité. Merci, votre honneur, ai-je réussi à dire. La séance est levée. Le marteau a frappé une dernière fois. La salle d'audience a éclaté. Mes enfants se sont précipités vers moi, m'embrassant. D'anciens employés m'ont serré la main, m'ont félicité. Thomas souriait largement, parlant déjà des mécanismes de recouvrement du jugement. Je me suis tournée pour regarder Richard. Il était affalé sur sa chaise, Patricia, penchée sur lui, parlant avec urgence. Cynthia était apparue de quelque part et se tenait à proximité en pleurant. Richard a levé les yeux et nos regards se sont croisés à travers la salle d'audience. Je n'ai rien ressenti. Pas de triomphe, pas de colère, pas de tristesse, juste un sentiment de clôture paisible. Justice avait été rendue. Plus tard, dans la soirée, Thomas m'a appelé. Marguerite, je dois vous dire quelque chose. Les partenaires commerciaux de Richard m'ont contacté. Ils veulent vous racheter, ils veulent vous racheter. Ils paieront 17 millions pour votre part de 50% en espèces dans les 30 jours. C'est plus que la valeur estimée, ai-je dit confuse. Ils veulent que Ridjotti charparte. L'enquête du fisc, le détournement de fonds, la publicité négative. Ils en ont fini avec lui. Vous racheter leur donne un levier pour le forcer à partir complètement. Thomas a fait une pause. C'est une bonne offre, Marguerite. Je recommanderais de l'accepter. Qu'arrivera-t-il à Richard? Il sera forcé de vendre sa participation aussi, probablement à perte étant donné les circonstances. Avec l'argent qu'il vous doit, plus les frais de justice, plus l'enquête du fisc, il aura de la chance de s'en sortir avec quoi que ce soit. J'ai pensé à la maison en Normandie où nous avions élevé nos enfants. Maintenant, la mienne seule. Le règlement de 2 900 000, la victoire. Dites-leur que j'accepte, ai-je dit. Marguerite, dit Thomas doucement, vous avez complètement gagné. Félicitations. Après avoir raccroché, je suis restée dans mon petit appartement pour la dernière fois. Demain, je commencerai à chercher une nouvelle maison, quelque chose de confortable, mais pas extravagant, quelque chose qui soit à moi. Richard avait essayé de tout prendre. Au lieu de cela, il avait tout perdu et j'avais gagné. 6 mois plus tard, j'étais dans la cuisine de ma nouvelle maison, une charmante demeure dans un quartier calme, à environ 30 minutes de l'endroit où Richard et moi avions vécu. Elle était plus petite que notre ancienne maison, mais elle était à moi, vraiment à moi. Sarah m'aidait, c'est à déballer des cartons pendant que Michel assemblait des meubles dans le salon. Nous avions passé la matinée à accrocher des rideaux et à disposer des photos. Maman, tu as l'air heureuse, a dit Sarah, déballant soigneusement de la porcelaine du papier journal. Vraiment heureuse, pas seulement en faisant semblant. J'y ai réfléchi. Je suis heureuse. Je ne pensais pas que je le serais, mais je le suis. Penses-tu parfois à papa? Parfois, ai-je admis, mais pas comme avant. Il ne me manque pas. Je ne le déteste pas. C'est juste quelqu'un que j'ai connu. Le règlement avait été finalisé il y a 2 mois. Les partenaires commerciaux m'avaient payé 1 700 000 pour ma part,
plus les montants supplémentaires que Richard me devait. Après les frais de justice et les impôts, j'avais net environ 2,4 millions d'euros plus d'argent que je n'avais jamais imaginé avoir. J'avais acheté cette maison comptant pour 350 000 euros. J'avais créé des fonds en fiducie pour mes petits-enfants. J'avais donné 50 000 euros à un refuge pour femmes. Le reste était investi de manière conservatrice, générant suffisamment de revenus pour que je n'aie plus jamais à m'inquiéter de l'argent. Plus que ça, j'avais commencé à faire du bénévolat dans une clinique d'aide juridique, aidant d'autres femmes à naviguer dans le divorce. Mon expérience, mes archives méticuleuses, mes connaissances durement acquises, je pouvais les utiliser pour aider les autres. As-tu des nouvelles de papa? A crié Michel depuis le salon. Mais seulement ce que vous m'avez dit, ai-je dit prudemment. Mes enfants voyaient encore Richard de temps en temps, et je n'avais jamais essayé d'interférer dans leur relation avec leur père. Ce n'est pas bon, maman, a dit Sarah. L'enquête du fisc a trouvé des irrégularités fiscales majeures. Il doit des arriérés d'impôts et des pénalités des centaines de milliers d'euros. Les partenaires commerciaux l'ont complètement évincé. Il essaie de trouver du travail, mais à 68 ans, avec sa réputation endommagée, elle s'est interrompue, l'air mal à l'aise. Et Cynthia? Ai-je demandé, me surprenant de ma propre curiosité. Elle l'a quitté, a dit Michel, sortant du salon avec une clé Allen. Il y a environ 1 mois. Je suppose que la romance n'était pas aussi forte quand papa n'avait plus d'argent. J'aurais dû ressentir de la satisfaction à cela, mais je n'ai ressenti qu'une lointaine tristesse. Richard avait détruit notre vie commune pour une liaison qui n'avait même pas duré 1 an après que la vérité ait éclaté. J'ai entendu dire qu'il vit dans un petit appartement à Dieppe, a ajouté Sarah. Il travaille comme consultant pour un grossiste de pièces automobiles, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait avant. La sonnette a retenti, m'évitant d'avoir à répondre. C'était ma voisine Hélène, une veuve à la fin de la soixantaine, qui avait apporté un plat en guise de cadeau de bienvenue. Nous étions devenus amis au cours des dernières semaines. Je ne vous retiendrai pas, je sais que vous êtes occupé à déballer, a-t-elle dit joyeusement. Mais je voulais vous inviter à notre club de lecture jeudi prochain. Nous lisons La Maison des Hollandais. L'avez-vous lu? Non, mais j'adorerais me joindre à vous, lui ai-je dit honnêtement. Après son départ, je me suis surprise à sourire. Un club de lecture des voisins sympathiques, une maison que j'avais choisie pour moi-même, un travail bénévole qui avait du sens, le soutien et l'amour de mes enfants. C'était ma vie maintenant, vie. Pas la vie que j'avais prévue au début, mais une belle vie néanmoins. Ce soir-là, après le départ de mes enfants, je me suis assise sur ma terrasse arrière, en regardant le coucher du soleil. Mon téléphone a sonné. Thomas. Marguerite, je pensais que vous voudriez savoir. La déclaration de faillite de Richard a été approuvée aujourd'hui. Entre le règlement, les pénalités du fisc et ses autres dettes, il ne pouvait pas joindre les deux bouts. Il a déposé le bilan. Il perdra sa voiture, la plupart de ses biens. Il recommencera à zéro. J'ai absorbé cette information. L'homme qui avait essayé de me laisser avec 50 000 euros était maintenant sans le sou. L'homme qui m'avait dit que j'étais sans valeur ennuyeuse et vieille était maintenant seul fauché et face à un avenir sombre. Comment vous sentez-vous? A demandé Thomas doucement. Comment je me sentais? J'ai sondé mon cœur avec soin. Je me sens libre, ai-je finalement dit. Pas parce qu'il souffre, juste parce que c'est enfin complètement terminé. C'est terminé, a acquiescé Thomas. Vous avez gagné, Marguerite.
Pas seulement au tribunal dans la vie. Vous vous êtes reconstruite. Lui, non. Après avoir raccroché, je suis restée sur la terrasse alors que la nuit tombait. Des lucioles sont apparues dans le jardin de minuscules points de lumière dans le crépuscule. Quelque part, à proximité, j'ai entendu des enfants rire. Richard avait essayé de voler mon avenir. Au lieu de cela, je l'avais revendiqué pour moi-même. Et cet avenir, cette petite maison, cette soirée tranquille, cette solitude paisible valait plus que toutes les années que nous avions passées ensemble. En y repensant maintenant, je réalise que la chose la plus précieuse que j'ai gardée n'était pas l'argent ou la maison. C'était quelque chose de plus simple, ma dignité et mon estime de moi. Voici ce que j'ai appris à 72 ans. N'arrêtez jamais de tenir des registres. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vos contributions n'ont pas d'importance. Et ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez simplement, parce que quelqu'un espère que vous êtes trop fatigué pour vous battre. J'avais 72 ans quand ma vie s'est effondrée. J'en ai 73 maintenant, et je n'ai jamais été aussi heureuse. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous signé ces papiers? Vous seriez-vous battu? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Il y a une force dans les expériences partagées. Merci d'avoir écouté mon histoire. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour se défendre. Jamais.